Vous avez pris votre café du matin? Voilà, vous avez pris du gasoil. Le démarrage, parfois, il n'est pas évident. Mais bon, il fait très beau. Il y a un peu de pluie, il y a du soleil. Donc, en tout cas, on va se réveiller un peu, on va dire, progressivement. Et voilà, donc, est-ce que vous m'entendez tous, tout le monde? Bon, nous allons continuer notre cours que nous avons commencé la semaine dernière concernant la technologie XML et Web Service. Donc, j'avais introduit la technologie XML, donc je rappelle rapidement que, en fait, la technologie XML, elle a été créée principalement, c'est pour, on va dire, automatiser l'échange de données entre les systèmes d'information distribués. Donc, c'est pour échanger des informations entre les systèmes distribués des entreprises, les systèmes d'information. Et que l'origine de XML, c'est plutôt, donc, ça remonte un petit peu très loin, c'est HTML et HTML. Et que, en principe, XML, on peut être considéré comme étant une base de données, une base de données, on va dire, hiérarchique. Donc, XML utilise le modèle hiérarchique. Et que pour lire les données d'un document XML, les applications généralement ont besoin d'utiliser ce qu'on appelle un parseur XML. Et puis pour interagir avec un parseur XML, généralement on utilise un langage qui s'appelle XPath. C'est à peu près, on va dire, XPath, je rappelle, c'est à peu près l'équivalent de SQL pour les bases de données relationnelles. On avait fait cette similitude qui est très intéressante parce que souvent on connaît bien on connaît bien le monde du relationnel, souvent, dans la majorité des cas. Donc voilà, donc si vous voulez, côté relationnel, vous avez une base de données relationnelle qui consiste tout simplement en un ensemble de fichiers dans lequel les données sont stockées dans des tables et les tables sont liées par des relations. Vous avez un système de gestion de base de données relationnelle, c'est une application qui permet de gérer les données d'une base de données relationnelle. Et puis vous avez les applications généralement des entreprises ont souvent besoin d'interagir ou bien d'interroger le système de gestion de base de données en utilisant le langage SQL que vous étudiez, que vous allez beaucoup utiliser. Donc ça, c'est un modèle relationnel qu'on connaît généralement bien. Et puis ça, c'est le modèle, on va dire, hiérarchique, XML. On peut dire également que XML, un fichier XML, ça peut être une base de données, sauf que les données dans un document XML sont organisées de manière hiérarchique. C'est une base de données hiérarchique, c'est un arbre. Et en fait, XML n'est pas fait pour remplacer une base de données relationnelle, mais XML, elle est fait pour transporter une partie des données d'un système d'information vers un autre. On est dans la logique d'échanger les données entre les applications, entre les systèmes d'information. Et puis, donc, le parseur XML, c'est à peu près l'équivalent d'un système de gestion de base de données à une miniature près, c'est-à-dire c'est une petite application, ce n'est pas comme un SGBD qui est une grande application qui est lourde. Donc c'est un petit programme qui permet de gérer les données d'un fichier XML. Et puis une application pour qu'il puisse profiter, pour qu'il puisse chercher rapidement des données à partir de documents XML. Généralement, on utilise un langage qui s'appelle XPath, qui est l'équivalent en fait, de SQL. Et après, nous avons dit que XML doit respecter 4 règles. Donc, si vous voulez créer un document XML bien formé, il faut respecter 4 règles. D'abord, un document doit avoir une racine. Toutes les balises doivent être fermées. Les valeurs des attributs entre double quotes. Et il faut respecter l'imbrication. Donc, ça, c'est les 4 règles de construction d'un document XML qu'on dit bien formé. Et généralement, un document XML peut se composer, se base sur le principe de la séparation des données, la structure des données et la mise en forme. Donc, c'est-à-dire un document XML présente ces données dans un fichier séparé. Donc, c'est le fichier qui contient les données. Et puis, vous avez un fichier dans lequel on déclare la structure des données. Alors, pour déclarer la structure des données, la structure d'un document XML, il y a deux solutions. On avait parlé de DTD, Document Type Definition,
et puis les schémas XML. Donc la dernière fois, donc j'avais déjà introduit donc cette notion de DTD, mais quels que soient les cas de DTD au schéma XML, c'est pour déclarer la structure d'un document XML. C'est pour créer ce qu'on appelle un contrat d'échange de données. Donc ça, c'est le terme le plus élaboré. Créer un contrat d'échange de données, ça veut dire il y a plusieurs entreprises qui vont se réunir et qui vont se mettre d'accord sur le format des données qu'on va échanger. Donc, c'est-à-dire quel est le format qu'on doit tout le monde respecter pour pouvoir automatiser l'échange de données entre nos systèmes d'information. Et pour rédiger ce contrat-là, donc voilà, donc on utilise soit DTD au schéma XML. Et puis donc il y a la mise en forme. Bon, la mise en forme, généralement pour créer la mise en forme, c'est-à-dire comment ces données-là, on veut les afficher. Généralement, il y a XSL. XSL, c'est un langage de feuille de style qui est très, très pratique si vous voulez générer souvent des documents HTML, des documents SVG, on va voir. Si vous voulez, par exemple, représenter des données en format vectoriel, en format graphique. Mais on va dire, donc il y a d'autres solutions pour pouvoir généralement prendre les données d'un document XML et les afficher. Par exemple, les gens qui font des applications web, généralement, utilisent des frameworks front-end comme React, comme Angular, qui ont leur propre, on va dire, moteur de template qui permet de prendre les données et après de les afficher au format HTML. Donc, les feuilles de style, c'est un concept vraiment intéressant parce qu'il vous permet d'exploiter XPath, notamment pour pouvoir parcourir les données d'un document XML et les afficher. Donc, ça c'est un rappel. Alors, nous avons vu un exemple d'application et puis on s'est arrêté sur un exercice. Donc, je vais commencer par l'exercice. Ça nous permet un petit peu de rappeler en même temps ce que nous avons fait. Et en même temps, ça va nous permettre d'avancer vers les schémas XML. Parce que tout à l'heure, je vais vous présenter comment créer les schémas XML. Alors tout ça, c'est les concepts de base de la dernière fois. Donc j'arrive vers l'exercice. Voilà, notre exercice. Alors dans l'exercice, donc qu'est-ce qu'il y a? Donc on suppose qu'un opérateur télécom fournit périodiquement à l'opérateur de réglementation des télécoms, la NRT par exemple, un fichier XML qui contient les clients de cet opérateur. Bon, il y a des clients. Donc vous voyez un client ici. Voilà un deuxième client. Et chaque client, possède plusieurs abonnements. Donc vous voyez donc entre client et slash client, je vois ici un abonnement. Ça c'est un autre abonnement. Et pour chaque abonnement, vous avez des factures. Donc, il y a ici, donc pour cet abonnement, il y a une facture, une deuxième facture, une troisième facture, ainsi de suite. Cet abonnement-là, il y a deux factures. Et après, voilà, pour cet abonnement, il y a deux factures également. Et donc, ça veut dire que, si vous voulez, c'est comme si on va supposer, c'est pas la réalité, mais on va supposer que les opérateurs télécoms, vous savez, dans le domaine des télécoms, il y a en fait l'ANRT. L'ANRT, si vous voulez, c'est l'opérateur qui fait la réglementation. Parce que quand vous avez des opérateurs télécoms, il faut un arbitre. Il faut quelqu'un qui surveille un petit peu est-ce que les opérateurs respectent c'est-à-dire les normes, est-ce qu'ils respectent c'est-à-dire les cahiers de charges et tout ça. Donc l'ANRT, c'est l'opérateur de réglementation. Et du coup, donc l'ANRT, il exige des opérateurs télécoms de lui fournir chaque mois des rapports. Et ces rapports-là, donc, pour avoir une idée, et à vrai dire, bon, l'ANRT, ce qui l'intéresse, ce n'est pas les factures, ce n'est pas les clients, mais il y a d'autres données. Mais on a pris juste un exemple ici pour avoir une idée sur, supposons que en fait, l'ANRT a besoin de faire du data analytics, de faire des statistiques pour surveiller un petit peu ce qui se passe au niveau des abonnements et tout. Donc, on suppose que chaque client est défini par des attributs, il y a le code et le nom. Chaque abonnement est défini par son numéro, le type d'abonnement.
Donc, on va supposer ici que le type d'abonnement peut être soit, par exemple, GSM, ou bien fixe, par exemple, ou bien fibre optique. Donc, on peut supposer qu'il y a différents types d'abonnements, en tout cas, pour l'opérateur télécom. Et puis, donc, chaque facture est définie par le numéro de la facture, la date facture, le montant de la facture est réglé. Réglé, c'est-à-dire oui ou non. Est-ce que la facture est réglée ou pas? Donc, vous avez ici donc, les attributs. Donc, ça, c'est ce qu'on va faire. Et puis, ce qu'on demande, c'est un peu, c'est ça. C'est ce qu'on demande, c'est d'abord, la première des choses, c'est faire une représentation graphique de l'arbre XML. C'est-à-dire, on sait très bien, on cherche un format parce que, si vous voulez, dans les bases de données hiérarchiques, ce n'est pas comme dans les bases de données relationnelles. Alors, dans les bases de données relationnelles, quand vous avez un problème, ben, vous exprimez les règles de gestion, ça vous donne, voilà, il y a des tables, il y a des relations, etc. Mais dans XML, il existe plusieurs façons de représenter les données, c'est-à-dire l'arbre. Donc, chacun peut l'organiser d'une façon qui est différente. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas toujours une seule solution pour présenter les données d'un arbre. Donc, ce qui fait qu'on va choisir un modèle. Donc, dans notre cas ici, on a donné un exemple de fichier XML, ce qui nous permet donc d'avoir une idée sur l'arbre. Donc, ce qu'on va faire, la première des choses, c'est faire une représentation graphique de l'arbre XML. Et faire une représentation graphique de l'arbre XML, si on vous la demande, c'est ce que vous allez faire, c'est à peu près quelque chose comme ça. Donc, la représentation graphique de l'arbre XML, c'est tout simplement définir d'abord c'est quoi l'élément racine. Alors, vous voyez donc l'élément racine dans notre document XML, c'est opérateur. Ah ouais. Donc, l'élément opérateur, c'est l'élément racine. Et puis, l'élément opérateur contient plusieurs clients. Bon, on va mettre ici un petit plus. C'est pour indiquer qu'il y a plusieurs, ici, éléments clients. Alors maintenant, chaque client, il a des attributs. Alors, vous voyez donc l'attribut code et l'attribut node. Ben, je vais représenter ici avec arrobas. Ça, c'est dans l'XPath arrobas, c'est-à-dire c'est un attribut. Donc, ça, il y a le code et le nom. Et puis, chaque client contient plusieurs abonnements. Donc, vous voyez donc à l'intérieur de client, vous avez encore plusieurs abonnements. Okay? Alors, chaque abonnement est défini par ses attributs, numéro, le type, la date. Donc, il y a le numéro, le type, la date. Et puis, chaque abonnement lui-même contient plusieurs factures. Donc, vous voyez ici, plus, facture. Chaque facture est définie par le numéro, la date, le montant et réglé qui peut être soit oui ou bien non. Donc, c'est pas compliqué. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la structure de l'arbre. C'est-à-dire le schéma de notre arbre, il est construit comme ça. Si vous voulez représenter une instance, vous allez dire, donc, la racine, c'est opérateur. Et chaque opérateur contient des clients C1, C2, C3, c'est 3 clients. Chaque client contient plusieurs abonnements. Donc, AB1, donc abonnement. Bon, ça vous donne une idée sur l'arbre. Et après, chaque abonnement contient plusieurs factures. Facture 1, F2, etc. Facture. Voilà, donc ça c'est l'arbre. Donc ça c'est on va dire l'arbre. Et puis donc bien sûr chaque nœud de l'arbre, il a des données. Chaque nœud, il est décrit par des attributs. Alors dans notre cas, donc on a vu donc les attributs. Donc sur chaque nœud, il y a des attributs, il y a le code, le nom, etc. D'accord? Donc ça on va dire c'est la première question. Souvent qu'on a besoin de représenter. Mais après, on va implémenter. Ça, c'est un schéma. C'est bien. Pour les yeux, c'est bien. Mais pour créer un contrat, pour rédiger un contrat, il nous faut donc l'implémenter
soit en utilisant les DTD ou bien les schémas XML. Donc soit DTD ou bien schéma XML. Alors donc justement pour le moment on va rester sur les DTD d'abord. Donc on va essayer donc de créer une DTD qui permet de valider ce document XML, qui permet de déclarer la structure de ce document XML. Alors c'est ce que je vais faire en utilisant mon éditeur Oxygène que je vous ai montré la dernière fois. Donc je vais créer un fichier qu'on va appeler, en fait un fichier de quel type? C'est document type definition. Et on va commencer à déclarer nos éléments. Donc ici, donc, si on regarde un petit peu notre arbre, c'est très simple. Regardez, on va commencer d'abord à déclarer les éléments. C'est l'arbre. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire opérateur contient plusieurs clients. Client contient plusieurs abonnements. Et abonnement contient plusieurs factures. Alors comment on va implémenter ça? C'est très simple. On va utiliser element, opérateur, espace, entre parenthèses, client plus. Donc je rappelle que plus ça veut dire plusieurs. Plusieurs ça veut dire 1 à plusieurs. Étoile ça veut dire 0 à plusieurs. Point d'interrogation ça veut dire 0 ou bien 1. Si vous mettez rien ça veut dire 1 et un seul. Donc ici on va mettre plus. Alors cet espace là il est très important. Ça c'est toujours, on a DTD c'est un peu limité. Parce que si vous ne mettez pas cet espace-là, en fait, le parseur DTD ne peut pas, en fait, il peut croire que la parenthèse, ça fait partie de le nom de l'élément. Donc, si vous voulez, il y a 3 éléments. Element, le nom de l'élément, espace, le type. Alors, ici, element, on va déclarer client. Alors, client lui-même, il contient plusieurs abonnements, plus element abonnement lui-même contient plusieurs factures, plus et facture. Exactement, il faut aller jusqu'à le dernier, facture. Il est de quel type? C'est empty, facture. Alors, quand vous avez un élément qui ne contient pas d'autres éléments fixes, on le déclare de type empty. Empty, donc c'est vide. Donc vous voyez, donc ça, c'est que vous avez déjà à peu près déclaré la structure de l'arbre. Donc nos données vont être organisées comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Les attributs. Alors pour déclarer les attributs, on va utiliser atList. atList. Alors chaque élément, par exemple ici client. Pour client, on va déclarer les attributs. On peut faire entrer quelques tabulations pour structurer ça. Alors, pour chaque attribut, on déclare 3 choses. Le nom de l'attribut. Alors, ici, donc, nous avons le code et le nom. Le code. L'attribut code. Espace, le type. Alors, les types, on n'a pas beaucoup de choix. Dans DTD, CData, c'est du texte. Et NM token, c'est le type texte, mais qui n'accepte pas les espaces, qui n'accepte pas les caractères spéciaux. Et vous avez le type ID, c'est-à-dire c'est un identifiant. Mais un identifiant, c'est un type NM token, c'est pas numérique. Donc ce qui fait, c'est vraiment assez limité. Donc dans notre cas, pour être un peu plus libre, parce que tout ça, on va voir comment le faire avec les schémas XML tout à l'heure. Donc on va utiliser donc ici NM token par exemple. Et le troisième élément, c'est la présence. Alors la présence, si c'est obligatoire, vous mettez required avec dièse. Si c'est optionnel, on va utiliser implied. Sinon, on va mettre fixed, c'est-à-dire la valeur, elle est fixe. Alors, dans notre cas ici, on va utiliser required, c'est-à-dire sa présence, elle est obligatoire. Le nom de type CData, la présence obligatoire. Required. Pardon, monsieur. Oui. NM token, c'est unique. Non, NM token, c'est texte. OK? NM token, c'est texte qui n'accepte pas les espaces.
Mais ce n'est pas forcément unique. Si tu veux que le code soit unique, c'est-à-dire si tu veux que dans ton document XML, le client, c'est-à-dire ce client ne se répète pas plusieurs fois, ben, vous mettez le type ID. C'est clair? D'accord, merci. Bon, on va le laisser ID, comme ça vous allez voir les caractéristiques, c'est-à-dire la particularité de ID également. Alors ça c'est pour les attributs de client. On va faire la même chose pour les attributs de abonnement. Alors il faut juste faire attention, DTD, si vous faites des erreurs d'orthographe comme ça, etc., pour lui, bon, il va rien dire. C'est-à-dire pour lui, c'est un autre élément, et après quand vous regardez, vous allez trouver quelque chose d'anormal. Donc il faut être sûr que c'est bien orthographié, parce que souvent c'est des petites choses qui peuvent vous bloquer. Alors abonnement, alors pour abonnement, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le numéro, le type et la date. Alors numéro, de type CData, numéro de type ID ou la NM token, on va changer à chaque fois. La présence obligatoire, il y a la date abonnement de type CData, required, le type. Alors le type c'est un type énuméré, donc je rappelle que le type énuméré, pour le déclarer, vous mettez entre parenthèses les valeurs possibles. Ici on va utiliser fixe, pipe, GSM, pipe, par exemple fibre optique, etc. Donc je peux mettre les valeurs possibles. Et après, quand vous aurez énuméré les différentes possibilités, il y a la valeur par défaut. Et la valeur par défaut, dans notre cas ici, on va supposer que par exemple c'est un abonnement fixe. Et on va déclarer les attributs de la facture. @list. Alors @list, donc il y a facture. Alors facture, donc il y a la même chose, donc on a les attributs suivants. Numéro, date, montant, réglé. Alors numéro, num. Alors numéro, de quel type on va utiliser par exemple NM token, c'est du numérique par exemple. Alors la présence obligatoire, la date, facture, fact, de type CData, la présence obligatoire, le montant. Alors c'est un nombre, mais on n'a pas le choix ici, on va utiliser CData, required, et puis donc réglé. Alors facture réglée, donc c'est un type énuméré, donc vous pouvez mettre ici oui, pipe, non. Et c'est quoi la valeur par défaut? Par exemple, par défaut, c'est non. Et voilà. Donc, la réunion était très rapide. C'est-à-dire, les entreprises se sont réunies pour rédiger ça. Allez, on est d'accord? On est d'accord? Allez, chacun doit partir chez lui. C'est-à-dire, chacun, lui, il va travailler avec une application Java, JavaScript. Il y a un autre qui travaille avec C++. Il y a un autre qui... Je ne sais pas, chacun, il a son propre système d'information. Mais quand on veut échanger des données, nos données doivent respecter ce format. Donc, qu'est-ce qu'on a rédigé? C'est simple, mais nous avons rédigé un contrat d'échange de données. Alors, on va l'enregistrer. Et on va le mettre, on va créer un dossier qu'on va appeler TP1 par exemple, TP1 XML. Et on va l'appeler opérateur. L'extension, c'est DTD, Document Type Definition. Alors ici, a priori, il n'y a pas d'erreur. Maintenant, on va créer un document XML valide. Alors, je rappelle qu'un document XML valide, c'est un document qui respecte une DTD. Alors, pour créer un document XML valide, donc on va créer nouveau XML, document XML.
Et dans personnaliser, je dois spécifier ce document XML et il respecte soit un schéma XML ou bien une DTD. Alors dans mon cas, je n'ai pas encore travaillé le schéma, donc je vais utiliser DTD. Et comment s'appelle la DTD? Ben, vous pouvez la chercher, il s'appelle opérateur.dtd. Et quand vous sélectionnez la DTD, il faut pas oublier, il faut spécifier l'élément racine. Alors dans notre cas, l'élément racine, c'est quoi? C'est opérateur. OK. Alors qu'est-ce que vous voyez? Donc vous avez un document XML valide. Alors ici, donc vous voyez doctype, opérateur, c'est l'élément racine. Système, c'est le... Donc ici, donc, ça c'est la DTD. Je peux supprimer le chemin parce que je suppose que la DTD se trouve dans le même dossier où se trouve le fichier XML. Donc je vais enregistrer opérateur.xml. Et puis donc je vais définir des données, par exemple ici le client. Alors vous allez remarquer, si vous mettez code égal à 1, il ne l'accepte pas. Pourquoi? Parce que nous avons déclaré le code de type ID, n'est-ce pas? Il se trouve que ID il est de type NMToken et un NMToken ne doit pas commencer par un chiffre. C'est pour cela que je vous disais, c'est vraiment un peu bizarre, c'est fait comme ça dans la base. Donc c'est-à-dire ici, vous pouvez pas mettre 1, vous pouvez mettre par exemple A1 ou je ne sais pas quoi. Client C1, bah, je l'appelle C1 comme ça. Donc ça c'est un type ID. Alors le nom, par exemple Mohamed. Ici la date d'abonnement, pour le moment c'est un CData. Donc on va mettre par exemple le format suivant. Là, ça c'est le numéro. Le numéro, par exemple, ici 1. L'abonnement numéro 111. La date d'abonnement. Et après, il y a l'attribut type. Alors, vous voyez, donc l'attribut type, c'est un type énuméré. D'ailleurs, quand vous mettez espace, vous allez voir l'attribut type. Il n'est pas obligé d'apparaître, l'attribut type. Pourquoi? Parce qu'il a une valeur par défaut. Donc, même s'il n'est pas là, donc il a déjà une valeur par défaut. Ici, je vais mettre, par exemple, fixe ou je ne sais pas quoi. GSM. Alors, la facture, par exemple, j'ai la facture telle, j'ai la date telle, je mets n'importe quoi, je mets des montants, j'ajoute une autre facture, j'ajoute une autre facture. Voilà. Alors ici donc je mets... Oui, allez-y. Alors ça c'est pour le premier abonnement et je peux ajouter un autre abonnement ici. Donc abonnement par exemple 444, la date d'abonnement telle, le type d'abonnement c'est par exemple fibre optique, tout ça pour le même client, le numéro n'importe quoi, la date, n'importe quelle date, le montant, voilà. Je vais ajouter une autre facture. La date d'abonnement, le montant. Alors ici donc régler, on va mettre oui. Régler oui. Et là on n'a pas mis régler, donc par défaut sinon non. Régler oui. Régler oui. Alors ça c'est pour le premier client. On va créer un deuxième client ici. Vous voyez, un deuxième client. Donc C2. Le nom Iman. Et après on va mettre quelques abonnements. Je fais CTRL-C, CTRL-V. Je vais copier. Alors l'abonnement numéro 66. J'ai la date. C'est GSM. J'ai deux factures.
Donc je change les données juste pour avoir quelque chose, des données sur lesquelles on va faire quelques tests. Ben voilà. Donc c'est ici, donc vous voyez, donc j'ai ici donc un document XML valide. Alors pourquoi il est valide? Parce qu'il respecte un contrat. Il respecte un contrat qui est la DTD. Alors forcément, si vous voulez ajouter quelque chose là de type abonnement ou là quelque chose qui n'existe pas, il ne va pas l'accepter. Le parseur XML ne va pas l'accepter. C'est clair? Alors, donc vous voyez donc ici l'arbre, vous pouvez le voir ici, vous avez abonnement, vous avez les factures. Alors maintenant, nous allons créer quelques feuilles de style. D'après l'énoncé, on vous dit écrire une feuille de style, par exemple, qui permet de transformer le document XML en une page HTML qui permet d'afficher pour chaque client la liste des abonnements en affichant le montant total des factures de chaque abonnement. C'est-à-dire, je voudrais afficher le nom du client et j'affiche ici quoi? Les abonnements. Et pour chaque abonnement, j'affiche quoi ici? Le total des factures. Parce que chaque abonnement contient plusieurs factures. Alors pour faire ça, c'est là on va utiliser le XSL. Donc on va créer une feuille de style XSL. XML Style Sheet. Donc je rappelle qu'une feuille de style XSL, la dernière fois j'avais fait une démo, donc je vais supprimer ça pour le moment. Donc voilà, on va respecter ce format-là. Donc une feuille de style XSL, c'est un document XML déjà. XML, ça veut dire, quand vous dites XML, c'est-à-dire les balises doivent être fermées, la racine, les attributs, donc le même principe. Donc il se trouve que XSL, le langage XSL est déclaré dans une librairie, soi-disant. C'est ce qu'on appelle des namespaces. Le XML, ce namespace, c'est celui que vous voyez là. Et puis, on va spécifier ici la version. Il y a la version 1.0, il y a la version 2.0. La plus populaire, c'est 2.0. Alors, maintenant, dans la feuille de style XSL, vous aurez besoin de créer un élément XSL de .template. Et dans cet élément template, on va mettre match égale slash. Alors, dans le langage de XPath, slash, ça veut dire la racine. C'est comme si vous indiquez au parseur XML, tiens, tout ce que je vais te demander de faire, tu le fais par rapport à quoi? Par rapport à la racine. Donc, là, et maintenant, je vais lui demander de m'afficher, de me générer un rendu HTML. Donc, je vais créer du HTML carrément. Je sais que HTML, dans HTML, il y a body, par exemple, il y a head, etc. Donc, j'ai du HTML. Alors maintenant, dans ce HTML, je vais afficher quelque chose, par exemple, le style H2, liste des clients, par exemple, liste des clients comme ça. Et je vais tester d'abord, avant de commencer, vous va d'abord tester, faire une transformation. Alors pour faire la transformation, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut, avec Oxygène, vous allez ce qu'on appelle régler un scénario de transformation. Alors quand vous réglez un scénario de transformation comme ça, vous créez un scénario de transformation, vous dites, ce scénario de transformation, alors ce scénario de transformation, il utilise la source XML. Alors, c'est quoi le document XML? C'est opérateur.xml. Et c'est quoi la feuille de style XSL? C'est ce document XSL, c'est-à-dire le document courant. Sinon, vous faites parcourir et vous choisissez le fichier .xsl. Je ne l'ai pas encore enregistré, ce fichier-là, donc je vais l'enregistrer. Je vais l'appeler opérateur.xsl. XSL, c'est l'extension utilisée. Alors,
je règle le scénario de transformation, eh bien, le document XML, c'est opérateur XML. C'est quoi XSL? C'est le document opérateur.xsl. Et la sortie, je voudrais dans la sortie qu'il me génère du HTML. Je vais désactiver XML, je lui demande, tu me génères du HTML, et tu vas m'ouvrir ce résultat dans un navigateur, comme ça. Et tu peux l'enregistrer dans un fichier qui s'appelle par exemple opérateur1.html. Bon, c'est-à-dire je voudrais donc faire la transformation comme ça. Alors si vous faites cette opération-là, ok, bah, vous allez voir ici donc à chaque fois que vous appliquez le scénario de transformation ici avec ce bouton, vous voyez donc le résultat ici, vous avez un document HTML. Mais il faut comprendre ce que nous avons fait. Alors, ce que nous avons fait, c'est quoi ce message-là? Activer automatiquement le mode. Non. Ah, ok. Ok, non, ok. Mais c'est pas ce que je veux. Alors. Tu peux le faire. Comment? Tu peux le fermer, monsieur. Vous pouvez fermer. Alors, si je le ferme et je vous quitte, c'est votre problème. Hein? Non, non, monsieur. Non. Merci. Parce que j'ai pas l'habitude de travailler avec ce format. Ok, ça marche. C'est toujours utile. Donc, alors ici, donc, ça c'est pour le scénario. Qu'est-ce que nous avons fait? Ben, c'est très simple. Nous avons fait ça, et ça, il faut bien le comprendre. C'est que maintenant, nous avons dans Oxygène, vous utilisez un parseur XML. Parseur XML. Et quand je règle le scénario de transformation, je suis en train de dire au parseur XML, tiens, je vais te donner l'input, un document XML. Donc ça, c'est la source des données. N'est-ce pas? Et je vais te donner une feuille de style. C'est quelle feuille de style? C'est XSL. C'est comme si je lui dis, tiens, tu prends ce document XML et tu prends cette feuille de style et tu fais la transformation. C'est-à-dire, il va interpréter XSL en cherchant les données dans XML et à la sortie, qu'est-ce qu'il va me générer? Du HTML. Eh bien, c'est ce qu'on appelle un moteur de template. Donc, un moteur de template, généralement, c'est-à-dire, c'est une application qui permet à la fin de vous générer du HTML, par exemple. Alors, forcément, ça, c'est un scénario. Donc, ce qu'on est en train de faire là, on est en train de cliquer sur Oxygène pour le faire. Mais après, vous pouvez faire ça avec du Java, avec du JavaScript. Par exemple, avec du Java, vous dites, je prends le parseur XML, je lui donne la source XML, je lui donne la source XSL, je transforme et après, il me génère du HTML. Donc, c'est-à-dire, avec n'importe quel langage, vous pouvez faire ce genre d'opération. Alors, maintenant, je vais faire ce que je veux. Alors, moi, je veux maintenant afficher tous les clients. Alors, pour afficher tous les clients, donc j'ai besoin de faire une boucle, n'est-ce pas? Alors, pour faire une boucle, on va utiliser XSL de point for each. Donc, for each, select. Alors, ce qui est à l'intérieur de select, c'est XPath. For each quoi? Pour chaque opérateur, slash client. Donc, je vais demander d'aller chercher dans le document XML pour chaque client qui se trouve à l'intérieur de opérateur. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais afficher les clients. Et pour afficher le client, je vais utiliser... Vous savez, si vous voulez faire une liste en HTML, vous pouvez utiliser UL, slash UL, comme ça. Et list item, c'est les puces. Et ici, donc, je vais afficher, par exemple, le nom du client. Alors, ici, donc, pour faire quelque chose voilà. Donc, par exemple, ici, le nom du client. Deux points. Alors, maintenant, le nom du client, donc, je vais afficher en utilisant XSL value of. XSL value of.
Alors, si vous voulez afficher la valeur d'un attribut ou bien d'un élément, vous utilisez XSL value of de quoi? Eh bien, si vous faites CTRL espace, vous voyez donc ici, vous avez les attributs. Donc, je vais afficher quel attribut? C'est le nom. Donc, je suis en train d'afficher le nom du client. Alors, si vous enregistrez, vous faites appliquer, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez donc le nom Mohamed et le nom c'est Iman. Donc, jusque-là, ma transformation me permet de chercher dans le document XML uniquement les clients. Et qu'est-ce que j'affiche? J'affiche le nom et le nom du client. Alors maintenant, pour chaque client, je veux afficher un tableau qui contient les abonnements. Alors je vais créer un tableau. Alors pour chaque client, bon, à vrai dire, si vous voulez créer, parce que là c'est un peu, pour chaque client, je crée une liste. Plutôt, ce serait de faire ici UL. Et le slash UL, où est-ce qu'on va le mettre? On le met ici, slash UL. C'est-à-dire le début de la liste, n'est-ce pas? Donc je mets d'abord le début de la liste et après quand je fais for each, je vais générer des listes items parce que je n'ai pas besoin de créer plusieurs listes, donc ça vous donne à peu près la même chose, ça vous donne quelque chose comme ça. Alors je vais créer maintenant, après list item, je vais créer un table. Alors cet élément table, alors ici je ne vais pas utiliser CSS, donc pour cela je vais faire quelque chose de plus simple, je vais utiliser width, la largeur 90% par exemple, et je vais créer une bordure simple comme ça on peut voir les choses. Je vais créer une ligne TR et les TH. Alors ici donc qu'est-ce que je vais afficher d'après l'énoncé? J'ai besoin d'afficher le numéro d'abonnement, le type, la date d'abonnement, le numéro, type, date. Donc ici, le numéro, le type et la date. Alors si vous appliquez le scénario de transformation, vous voyez ici, pour chaque client, je vois ici un tableau. Et puis donc maintenant, je vais faire une autre boucle. Pourquoi? Pour chaque client contient plusieurs abonnements. Donc je dois maintenant, ça c'est le TR, c'est la ligne d'en-tête. Maintenant je dois utiliser encore XSL for each. Cette fois-ci for each quoi? For each abonnement. Alors cette fois-ci il faut faire attention, il ne faut pas mettre slash opérateur, slash client, slash abonnement. Pour chaque abonnement de quoi? À l'intérieur de client. Pour chaque abonnement, parce que vous avez déjà un for each ici, pour chaque client, et après vous dites pour chaque client, vous avez pour chaque abonnement. Alors pour chaque abonnement, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais créer une ligne dans laquelle je vais mettre des colonnes, des TD, et pour afficher, on va utiliser XSL value of. XSL value of. Alors je vais afficher le numéro d'abonnement. Et puis vous faites des copier-coller pour afficher le reste. Alors ici donc je vais afficher la date d'abonnement. Et je vais afficher le type d'abonnement. Voilà. Alors si vous faites ça, donc vous voyez, pour chaque client, j'ai le... Voilà. Plutôt j'ai inversé le type et la date. Donc je vais déplacer ça ici. C'est-à-dire le type d'abord et après la date. Ça c'est le type et ça c'est la date. Alors maintenant il me faut une autre colonne, c'est total. Total des factures. Alors je vais l'ajouter ici. TH. Total facture.
Alors maintenant pour total facture, donc on va ajouter un TD ici. Et pour total facture, donc on va utiliser sum, la somme. Alors quand vous le faites avec SQL, dans XPath, vous pouvez utiliser les opérateurs count, sum, AVG, average, la moyenne, etc. Alors ici, donc pour cela, on va utiliser XSL, value of. Je vais utiliser une fonction XPath qui s'appelle sum. La somme de quoi? La somme, regardez, je suis toujours à l'intérieur de... plutôt, je suis dans abonnement. Alors maintenant, à l'intérieur de abonnement, j'ai facture, slash quoi? Qu'est-ce qui m'intéresse dans facture? C'est le montant. C'est comme si vous faites la somme des montants de toutes les factures de cet abonnement. C'est à peu près ça. Et comme ça, vous aurez réglé le problème. Vous voyez ici, je vois bien donc le montant. Si vous regardez, vous allez faire la somme, vous allez trouver que c'est bon, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est le total des factures. Et puis, si vous voulez, on va ajouter pour chaque tableau le nombre... on va faire le nombre de factures, par exemple, ici. Donc, une fois que je termine la boucle des abonnements, j'ai un table ici, donc j'ai TR, je fais des TR ici. Je vais ajouter un autre TR avec TD, le nombre de factures. Je mets un autre TD ici, slash TD. Je crée une autre ligne. Je vais mettre par exemple le nombre de factures non réglées. Je crée une autre ligne dans laquelle je vais mettre le nombre de alors ici déjà c'est pour chaque abonnement. Alors là je peux pas, ici donc je peux faire des statistiques sur les abonnements, le nombre d'abonnements, c'est pas de factures. Donc d'abonnements. Alors le nombre d'abonnements de type par exemple GSM. Allez, bon, écoutez. Donc ça je vais le supprimer parce que ça c'est pas, je pense que j'ai pas bien expliqué ce que je veux faire. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Donc on peut par exemple ajouter à la fin, j'ai des clients. Donc ici tout en bas je vais mettre le nombre de clients. OK? Pour chaque client, si vous voulez faire le nombre d'abonnements pour chaque client, ça vous pouvez faire ce qu'on est en train de montrer. C'est-à-dire pour chaque client, vous voulez afficher le nombre d'abonnements. Alors si vous voulez le faire, où est-ce que vous allez le faire? C'est quand vous faites for each pour chaque client, eh bien vous avez un table. Eh bien juste avant la fin de la table, vous allez ajouter une ligne dans laquelle vous mettez le nombre d'abonnements. Alors dans la deuxième colonne, on va afficher le nombre d'abonnements en utilisant quoi? XSL value of. Alors ici donc si vous voulez faire le compte, c'est la fonction s'appelle count. Donc count quoi? Count abonnement. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Count abonnement. Alors c'est quoi ça? C'est-à-dire pour chaque client, je voudrais afficher le nombre d'abonnements. Vous aurez quelque chose comme ça. Vous voyez donc ici le nombre d'abonnements c'est 2. Alors maintenant si vous voulez faire quelque chose, si vous voulez fusionner les cellules, ça donc vous utilisez callspan, etc. Donc c'est ce que je vais faire. Je sais qu'il y en a quelques-uns parmi vous qui sont en train de revoir un peu la partie HTML. C'est l'occasion de faire ça. Alors callspan, c'est-à-dire je voudrais que cette colonne prenne la largeur de 3 colonnes.
Donc ça me donne quelque chose comme ça. Donc je vois ici deux abonnements, ici deux abonnements. Alors maintenant, si vous voulez faire des statistiques sur cette fois-ci sur les clients, le nombre de clients, bah, où est-ce qu'on va le faire? On va le faire à la fin, ici. C'est-à-dire vous avez for each client, ok? Slash for each. Vous mettez ici list item. Vous pouvez dire le nombre de clients. Alors pour afficher le nombre de clients, qu'est-ce que je vais faire encore? XSL value of, c'est count. Count de quoi? Count de clients. Walakin, attendez, je suis maintenant sur slash ici. C'est-à-dire il faut mettre opérateur slash client. Opérateur slash client. C'est-à-dire je veux compter le nombre de clients qui se trouvent à l'intérieur de opérateur. Alors là, ça devait la position, c'est ça la difficulté de XPath. Il faut toujours savoir le contexte. C'est par rapport à quoi? Alors ici donc, du moment que ça y est, salit, dès que for each dit le client, ça veut dire le contexte ici. C'est slash maintenant. Et ce slash, donc je fais ça. Maintenant, je veux également le nombre d'abonnements total. Eh bien, le nombre d'abonnements total, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais faire XSL, ici le nombre d'abonnements, de points. Je fais XSL value of. C'est toujours count, n'est-ce pas? Count de quoi? Ben, opérateur slash client slash abonnement. Vous voyez? Alors, erreur. Alors, Non. oui. C'est clair. Oui, parce que j'ai ici le nombre, ici donc j'ai utilisé quelque chose comme ça. Le nombre d'abonnements, il y a un inférieur que j'ai mal placé. Vous voyez ici donc il y a combien de clients? Il y en a 2. Au total, il y en a combien d'abonnements? 4. Maintenant, je veux le total de toutes les factures. Total de toutes les factures. Alors, la chose fait XPath, si jamais vous faites, au lieu de faire, si vous voulez compter le nombre d'éléments abonnement, vous pouvez utiliser, au lieu de mettre opérateur slash client slash abonnement, vous mettez double slash. Alors, XPath, double slash, ça veut dire quoi? Ça veut dire, quel que soit le pair. C'est-à-dire, cherche-moi le nombre d'abonnements, peu importe, que ce soit à l'intérieur. Un élément abonnement, il va le compter. C'est comme si vous lui dites, cherche-moi tous les abonnements des documents XML. Donc forcément, vous n'êtes pas obligé de spécifier exactement le chemin. Donc c'est ça. Bon, donc le double slash, ça veut dire quel que soit le pair. Ok. Ça va vous donner le même résultat. Alors si vous voulez, par exemple, la même chose, si vous voulez faire total des factures, vous faites XSL value of. Alors pour total des factures, vous allez faire, c'est simple, donc vous faites encore somme. C'est la somme de quoi? Vous pouvez commencer par opérateur, slash client, slash quoi? Facture, abonnement, slash facture, slash. Quand vous faites la somme par rapport à un attribut, c'est quel attribut? C'est le montant. Donc vous voyez, donc c'est la somme des montants de toutes les factures, de tous les abonnements, de tous les clients de l'élément opérateur. C'est comme ça que vous pouvez lire le XPath. Bon, ça vous donne ça. Ok? Alors, c'est bon, c'est également un exemple qui, en même temps, on a rappelé. Oui? Je voudrais savoir, est-ce qu'il est possible de faire, par exemple, une implication des fonctions d'agrégation? Par exemple, on voudrait combiner la moyenne. La moyenne, par exemple, ce genre
Oui. d'éléments. Est-ce Alors, que c'est possible? oui, alors si vous voulez la moyenne, on fait la même chose ici. Déjà, bon, ici, donc, c'est un cas, vous pouvez également régler comme ça. Au lieu d'utiliser tout ça, vous mettez double slash facture, n'est-ce pas? Supposons je voudrais toutes les factures non, la totale des factures non réglées. Total des factures non réglées. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Quoi? Where? Le filtre. Filtrer. Donc, pour la somme des factures, mais factures, si vous voulez filtrer ces factures, vous mettez entre crochets, ici. Donc, factures pour lesquelles l'attribut, quoi? Réglé égale à quoi? Égale non. Je ne me rappelle pas si on a fait non minuscule ou majuscule. Majuscule. Donc, il faut respecter. Voilà. C'est le total des factures non réglées. Ah ouais. Donc, total de factures non réglées, c'est 4300. D'ailleurs, si vous voyez ici réglé quelque part, est-ce qu'on a affiché réglé, non? Les factures. Ah, donc déjà, on n'a pas affiché les factures, mais ça vous donne une idée sur les factures. Hein? Exactement. Avec where, expat voit le crochet. Un élément entre crochets, ça veut dire where, c'est-à-dire c'est un filtre. Et après le filtre, vous pouvez faire la condition sur ce que vous voulez ici. Ici, on a fait ça, vous pouvez mettre sur le montant est supérieur, sur... Bon, ici donc, sur l'attribut réglé égale à non. C'est clair? Alors, si vous regardez le fichier XML, le nombre de factures non réglées, il y a un non, c'est 4300. Ben, il y a une seule, n'est-ce pas? Alors, je vais changer ici, par exemple, je vais mettre ici non. Ça vous fait 4300 plus 876. Est-ce que c'est bon? Ça donne ça. Donc, c'est-à-dire, donc vous avez quelque chose qui marche. Alors, pour répondre à votre collègue, parce qu'il vient de poser une question, on peut faire count, on peut faire... déjà, count et sum, c'est des fonctions d'agrégation. On les appelle, c'est les fonctions d'agrégation parce que vous êtes en train d'agréger un ensemble de données pour faire des opérations d'agrégation. Et vous pouvez faire, par exemple, la moyenne. Alors, si vous voulez faire la moyenne, vous pouvez... Par exemple, vous voulez dire, à peu près, pour chaque facture, il y a une moyenne, la moyenne du montant de chaque facture. Donc, vous allez faire la moyenne de... Voilà, on peut faire quelque chose comme ça. Donc, ici, moyenne des factures. La moyenne des montants des factures. Et bien, vous allez, à la place de 100, vous allez utiliser AVG. Average. Voilà. Average. Donc, automatiquement, average, c'est quoi? Average, c'est la somme divisée par count. On est bien d'accord? C'est la somme total des montants divisé par le nombre de factures. Alors, si vous travaillez avec la version 2.0, c'est que vous utilisez XPath 2.0. Vous pouvez utiliser AVG. Mais si vous utilisez 1.0, vous allez voir que dans 1.0, il n'y avait pas AVG. Donc, si vous voulez calculer la moyenne, il faut faire la somme divisée par 40. Bon, il y a des petites choses comme ça. Alors, vous voyez donc la moyenne, c'est de 2588. Est-ce que c'est ça ta question? Si j'ai bien compris en tout cas. C'est ta question? Alors, Oui, effectivement, c'est bon. Si à chaque fois vous posez votre question, s'il vous plaît, vous prononcez votre nom, parce que j'ai besoin un petit peu de trouver les repères. C'est noté. C'est noté, c'est compris. Ok. C'est noté. Alors, maintenant, je ne veux pas tous les clients, je veux faire ça, mais je ne veux pas pour tous les clients, je veux pour le client C1. Qu'est-ce qu'on va changer dans la feuille de style? Tout simplement ici, pour chaque client, client, la condition sur client.
pour lequel le code égale C1. Vous voyez donc ici, donc j'ai pour le C1, mais ça c'est général pour tous les clients, n'est-ce pas? Et ça, ça représente pour C1. Donc bref, donc cet exercice-là, il vous donne une idée sur globalement comment utiliser les bases vraiment de DTD, les bases de schéma XML, plutôt pas de schéma XML, de XML, et un peu de XPath, parce qu'on n'a pas vu tous les éléments de XPath, parce qu'après il y a des cas qui sont un peu plus compliqués. Hein. C'est-à-dire si vous voulez remonter sur l'arbre, etc., il y a des fonctions un peu plus complexes. On aura l'occasion de les traiter dans d'autres exercices, là où il y a des données qui sont relativement différentes. Est-ce que c'est clair? Donc cet exercice-là, il fait en même temps une révision de ce que nous avons fait la semaine dernière. Et voilà, et en même temps, on a... Voilà la solution de l'exercice, elle est là. Vous l'avez dans le support. Vous avez la feuille de style XSL. Alors, il y a un autre exercice. Oui, oui, oui. Votre nom? Amine, oui. Ici, on a un cas qui est très compliqué. Oui. On veut plus de détails des clients. Oui. Dans le cas, le client il a un abonnement exactement dans le fixe et je veux ajouter quelque chose de détail sur le client. Est-ce que je dois le fichier DTT ou bien non, généralement c'est que une fois que DTD il est fixe et il est créé, ça y est. Donc c'est un format, on s'est mis d'accord, donc on est obligé de respecter le format. Et après c'est à toi de voir avec ton XPath et s'il y a des données manquantes, ben, si les données ne sont pas, donc c'est-à-dire il faut rédiger un autre contrat. Donc c'est-à-dire vous allez encore vous réunir, vous allez dire on va rédiger une nouvelle DTD. Dans laquelle on intègre, il y a des données importantes, et vous créez une nouvelle version du contrat et vous l'utilisez. Est-ce que vous avez d'autres questions pour le premier exercice? Monsieur, Oui. à propos de DTD, Oui. Par exemple, on a un arbre qui génère une seule fois. Ça veut dire 1, 0, 1. Oui. Comment on va traiter dans le schéma? 0 ou bien 1? Oui, oui. Par exemple, on posait CN ou quelque chose comme ça, une seule fois. Alors, par exemple, ici dans DTD, tu mets par exemple... alors, je vais ajouter par exemple ici, je vais ajouter un client element, client à une adresse. OK? Et tu mets point d'interrogation. D'accord. OK? D'accord, merci. Alors, attendez, pardon. C'est ici. Et les clients contiennent plusieurs abonnements, mais en même temps, il a une virgule. Regardez. Virgule, adresse, point d'interrogation. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'un client peut avoir plusieurs abonnements, mais il peut avoir 0 ou bien une adresse. Et après l'adresse elle-même, il faut la déclarer. Element. Supposons que l'adresse, vous voulez que ce soit un élément et non pas un attribut. Eh bien, on peut utiliser adresse. Alors, avec DTD, on va le voir dans un cas, on utilise dièse PCData. Ça, on n'a pas vu tout à l'heure.
Alors, si vous avez un élément de type PC data, élément, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un élément qui contient du texte. Regardez, je vais enregistrer cette DTD, je vais aller vers le fichier XML, je vois déjà que mon fichier XML n'est pas valide, c'est normal parce que là, dans 0.1, maintenant si je vais vers client, j'ai plusieurs abonnements, mais en même temps j'ai un élément qui s'appelle, alors, adresse. Quelque chose qui cloche. Alors, fenêtre DTD, elle est là. J'ai un élément, un client peut avoir plusieurs abonnements et une adresse. Adresse. C'est comme ça? Ça s'écrit adresse comme ça? Oui. Alors, valider. Donc, ça, c'est bon, il n'y a pas de problème. Je reviens vers le fichier XML, enregistrer, valider. Monsieur, je pense que tu n'as pas ajouté... C'est l'ordre. Non, c'est pas, j'ai pas ajouté, c'est l'ordre, regardez. Parce que dans DTD, si vous utilisez une virgule, DTD, virgule, ça veut dire l'ordre est à respecter. Ça veut dire quoi l'ordre à respecter? Ça veut dire je dois commencer d'abord par les abonnements, ensuite il y a l'adresse. Alors si je regarde ici, donc je retrouve ici l'adresse. Et l'adresse, je peux mettre par exemple 11 immeubles, etc., etc., etc. Regardez cet élément, adresse. Il est de quel type? Est-ce qu'il contient des éléments fixes? Non. Ça, c'est ce qu'on appelle un type PC data. PC data, c'est-à-dire c'est un élément qui contient du texte. Donc vous voyez ici, donc j'ai un client qui a une adresse, mais j'ai un autre client qui n'a pas d'adresse, il n'y a pas de problème, parce que j'ai un point d'interrogation. C'est clair? Autre chose, ici, si je veux afficher l'adresse du client, ici j'ai affiché le nom du client, je vais afficher l'adresse, list item, adresse, je vais utiliser XSL value of, adresse. Regardez. Donc, je suis en train d'afficher la valeur de l'adresse du client. Est-ce que j'utilise arrobas? Non, parce que ce n'est pas un attribut, c'est un élément. Comme quoi, un élément, dans XML, vous pouvez avoir des éléments qui contiennent du texte. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle des éléments de type PC data. Alors, je transforme. Vous voyez, donc, ici, j'ai bien l'adresse. Ok, normalement, ça c'est un cas qu'on va traiter dans l'exercice suivant, mais comme il a posé la question, c'est l'occasion de le signaler. C'est clair? Alors maintenant, on va prendre une pause, une belle pause, et on va reprendre d'ici 15, théoriquement c'est 15 minutes, 20 minutes, mais pratiquement, Allahu a'lam. Donc, on va dire 15, 20, 20, 30, maximum 20 minutes, on revient, d'accord?